Non, c'était bien, hein. C'était bien, c'était bien. J'ai trouvé que c'était bien. C'était court, c'était court. De quoi? Bidou. Il y a un moment où ton t-shirt était grave. Ah merde. Pas Renaud qui a jamais regardé la caméra. Et le micro, Roland, t'avais du mal aussi, hein. J'ai pas mal collé. J'ai pas mal collé. Popular pie plant pictured here. We have a code blue. We have a code blue. Bonjour, bienvenue dans ce boulevard du cinéma numéro 25. Aujourd'hui, nous sommes donc avec monsieur Daniel Bouteiller, monsieur Renaud Burgin, monsieur Laurent Picard. Bonjour. Et monsieur Damien Granger. Bonjour. Donc Damien, puisque tu as le micro, donc on va commencer par toi. Parce qu'en fait, il est enfin sorti donc le fameux Sexty Starlet, le livre dont on avait beaucoup parlé dans la dernière émission. Donc il a donc bien en pages et en kilos, puisqu'il fait quand même 2,5 kg, c'est ça? 2,5 kg, oui. 648 pages en tout. Ça fait quand même un sacré poids en effet. Difficile d'ailleurs de le lire de la même main et dans la même position tout du long. Ouais, Mine de pourquoi? rien. Il est lourd. Donc avec de très belles photos. Bon, je ne veux pas tout vous montrer, mais enfin, bref, c'est quand même réservé à un public averti, on va dire. Ouais, c'est pas forcément interdit aux moins de 18 ans pour Non. autant, parce que c'est avant tout des photos de charme en fait. Il n'y a pas de photos trop osées à l'exception de 2, 3, 4 pages. Mais sinon, c'est avant tout des belles photos de charme, comme on pouvait voir dans les magazines, comme je l'avais expliqué, comme Playboy ou Penthouse. On est plus dans ces photos-là qui célèbrent un petit peu la beauté du nu, plus que dans les photos. D'ailleurs, au quand début même un du peu livre, trash. tu racontes justement que c'est grâce à lui, le fameux magazine, donc, qui t'a ouvert des horizons nouveaux. C'est ça. J'ai découvert le nu féminin avec lui quand j'avais 8 ans et j'en suis parvenu. Et tu étais en plus avec un copain dans la même pièce, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On avait découvert la collection de lui de ses parents dans sa maison de campagne et puis on allait se cacher dans la salle de bain pour les feuilleter et puis on se les échangeait et puis on a passé 1 heure dans la salle de bain à feuilleter les lui de ses parents. Ouais. Et puis après, voilà, la beauté du nu féminin s'est emparée de moi. Ouais. Et donc, tu vas nous parler d'un film donc, qui est dans le bouquin. Oui, un film qui s'appelle Sweet Karma avec Shira Béchard. Alors Shira Béchard, elle a été, elle, playmate de Playboy en novembre 2010. Elle est née dans une petite ville du Canada en 1985 et elle s'installe à Toronto à ses 18 ans pour devenir mannequin. Elle va faire beaucoup de sessions photos avec certains des plus grands photographes. Il y en a un d'entre eux notamment, c'est Andrew Thomas Hunt qui va vraiment la repérer. Alors, Andrew Thomas Hunt qui va ensuite devenir producteur de films comme Psycho Gorman ou Sky Sharks. Et c'est avant qu'elle soit playmate de Playboy, en fait. On est en 2009 et à ce moment-là, lui prépare son premier film en tant que réalisateur et producteur, qui est un film à tout petit budget. Et il est tellement impressionné par l'aisance avec laquelle Shira peut poser, avec laquelle elle, avec ses expressions corporelles, tout ça, il va lui proposer le rôle principal du film. Donc il prépare un film qui s'appelle Sweet Karma, qui sortira en France en DVD chez nous sous le titre Russian Mafia. Alors au début, elle veut pas, parce qu'elle se considère pas actrice. Elle dira d'ailleurs après avoir fait le film que même si ça reste une très bonne expérience pour elle, elle est bien plus à l'aise devant un appareil photo plutôt que devant une caméra. Mais il va quand même la convaincre de faire le film, donc dans le rôle principal. Alors elle va interpréter une nana qui s'appelle Karma Balint, en fait, qui est une Russe muette et qui va intégrer une mafia de l'Est implantée à Toronto pour venger le meurtre de sa sœur. Donc elle va se faire passer pour une prostituée, une stripteaseuse pour intégrer ce réseau mafieux de manière à retrouver les coupables et les assassins de sa sœur pour se venger. Elle va beaucoup s'investir dans le film en fait, puisqu'elle va prendre des cours d'art dramatique exprès pour le film, bien évidemment, parce qu'elle n'était pas actrice, encore une fois, elle était mannequin et modèle de charme par extension. Elle va aussi se familiariser avec les arts martiaux, avec le maniement de nombreuses armes, pour pouvoir, parce qu'elle en utilise pas mal dans le film. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui n'est pas exempt de défauts, c'est un tout petit budget, c'est un premier film. Il y a un côté très grindhouse avec une image volontairement un petit peu sale. Excuse-moi, il date de 2009. 2009. Ils l'ont fait en 2009, ouais, c'est moins d'1 million de dollars de budget. Il y a un côté très grindhouse dans le film qui, moi, au-delà du fait qu'il soit pas exempt de défauts, me plaît beaucoup pour une raison toute bête, c'est pour un côté assez cru, assez réaliste et assez radical, notamment au niveau du sexe et des scènes de violence, c'est quand même très violent. Moi, ça m'a rappelé un petit peu certains films d'Abel Ferrara du début. Et le film est vraiment intéressant parce qu'il repose entièrement sur les épaules de Shira en fait, et qui va livrer une prestation assez impressionnante. Elle n'a pas hésité à s'en les dire non plus pour le film, ce qui
pas toujours le cas quand on embauche un mannequin pour faire un film ou un modèle de charme. C'est vrai qu'elles auront plutôt tendance, et ça peut être carrément inscrit dans le contrat, hein, elles auraient plutôt tendance à vouloir être justement un minimum glorifiées, que leur beauté soit mise en valeur, tout ça. Et c'est vrai qu'elle donc va accepter de s'enlaidir pour le rôle. Et elle va être à la fois très séduisante. Il y a notamment une scène de striptease à un moment qui est assez envoûtant, parce qu'elle va aussi prendre des cours de striptease et de pole dance exprès pour le film. Et elle est à la fois, ouais, elle a un côté très envoûtant dans les scènes où elle se dénude, et à côté de ça, elle fait preuve d'une froideur assez impressionnante lorsqu'elle va exécuter ses victimes, puisqu'elle va donc se faire toute la mafia, toute cette mafia les uns après les autres, hein. Elle va tuer à l'arme blanche, au flingue, avec un petit C'est peu un partout les moyens. revenge movie, non? Ouais, c'est une sorte de revenge sans le rape, même s'il y en a quand même un, mais c'est plus un revenge movie, avec un twist à la fin qu'on sent un petit peu venir, mais qui n'est pas inintéressant pour autant. Donc je ne dévoilerai pas ici, bien évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Mais c'est vrai que le film est vraiment intéressant pour sa prestation, elle, avant tout, pour le côté vraiment assez réaliste et cru sur le côté sexe et violence, mais aussi vraiment pour sa prestation à elle, qui, encore une fois, n'était pas actrice, parce que je l'ai interviewée pour le livre, et qui est très très consciente de ses limites à ce niveau, et qui est redevenue depuis mannequin. Elle ne refera pas d'autres films, hein. Elle a dit que c'était une très bonne expérience, mais que malgré tout, elle ne se sentait pas à l'aise dans le rôle d'actrice. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé vraiment impressionnante dans ce film, pour quelqu'un qui, encore une fois, qui est mannequin et qui n'était pas censé être actrice, et qui a accepté, avant tout pour rendre service aussi à ce photographe et qu'il avait beaucoup travaillé, et qui cherchait à tout prix une actrice principale et qui la voulait à tout prix. Euh, c'est vrai que vraiment, enfin, encore une fois, le film repose entièrement sur ses épaules, et elle livre une prestation qui est vraiment très intéressante entre ouais, la nana vraiment qui est modèle de charme et qui va être encore une fois très séduisante, très envoûtante, et à côté de ça, qui va être et qui va quand même exécuter sa vengeance de manière très très violente et très très froide par ailleurs. D'accord. Et le film est vraiment intéressant pour toutes ces raisons-là. Donc il est sorti en DVD en France, Ouais. donc tu nous as dit. Il est Sous-titré encore sur Mafia. il est disponible. Sûrement dans les cages converteurs, parce que c'est une toute petite sortie, hein. Je crois que D'accord. pas grand monde l'a vu passer ce DVD, ce film. Je pense qu'il doit se trouver d'occasion assez facilement, mais je pense pas que tu le trouves encore dans le commerce neuf, non, ça m'étonnerait. D'accord, très bien. Par rapport au travail qu'elle a fait sur le film, c'est quand même dommage qu'elle n'ait pas décidé de poursuivre sa carrière, finalement. Ouais, moi je regrette aussi parce que, encore une fois, bon, en plus que c'est, enfin, pour ceux qui ont le livre, ils se rendront compte à quel point c'est une très très belle femme. Elle a vraiment un très beau visage, elle a un charme fou, elle a un corps avec des formes et des courbes qui sont assez impressionnantes. Et à côté de ça, encore une fois, où elle s'est tellement impliquée, investie, que c'est dommage qu'elle n'ait pas voulu poursuivre, parce que déjà le résultat pour elle, en tout cas, était vraiment à la hauteur. Elle est vraiment, elle n'est pas décevante. Mais encore une fois, elle se sentait vraiment pas à sa place, en fait. Elle me dira qu'elle est vraiment beaucoup plus à l'aise pour poser devant les appareils des photographes que pour jouer la comédie devant une caméra. Ouais, c'est ouais, vraiment. Elle a un regard assez négatif sur ce qu'elle a fait. Je lui avais dit que je la trouvais très très bien, mais elle se sentait vraiment pas à l'aise dans ce rôle-là, en tout cas. Dans le rôle d'actrice, hein, pas dans le rôle du personnage, hein. Et sinon, justement, je vois par rapport au bouquin, est-ce que tu trouves une actrice, une sexy starlet qui ait su justement de façon équivalente allier l'esthétisme et le talent d'actrice? Bah, il y en a d'autres qui sont pas mauvaises actrices, en effet. Dorothy Stratton, par exemple, qui est la playmate qui a été assassinée, était promise peut-être à une très bonne carrière. Et en effet, dans le petit film qu'elle aura fait, que ce soit Autumnborn, qui est un petit film d'exploitation réalisé par le Canadien Lloyd Simandl, ou même Galaxina, où elle n'a pas un rôle qui est simple, puisqu'elle joue une androïde qui doit être assez mono-expressif pendant tout le film. Elle le fait très très bien. Et elle aurait pu être promise à une très très belle carrière. C'est ce que tout le monde disait, c'est ce que tout son entourage disait juste avant qu'elle soit assassinée. Ou sinon, je pense, elle n'est pas dans le livre, mais une actrice comme Olga Kurilenko, qui a aussi démarré un petit peu avant tout comme, enfin, qui a été embauchée avant tout pour ses atouts physiques, et qui petit à petit s'est imposée comme une actrice. Et moi, c'est vrai qu'elle m'a impressionné dans un autre film qui est très proche d'ailleurs de la performance de Shira Béchard dans Russian Mafia. C'est un film qui s'appelle La Sentinelle, un film français, qui est un excellent film d'ailleurs, je trouve, où pareil, elle a un rôle très difficile d'une ancienne militaire qui a vécu un drame pendant une guerre, et qui, de retour en France, va être confrontée à, pareil, à une sorte de mafia. Et qui a un rôle assez difficile, où elle se met en danger, et qui, pareil, ce que j'aime chez Olga dans La Sentinelle, c'est qu'elle n'hésite pas à s'en les dire pour le film, pour jouer cette femme qui est censée être une femme de tous les jours, normale. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant avec ce genre d'actrice, c'est quand elles se mettent un petit peu en danger comme ça par rapport à l'image qu'on est censé avoir de ces mannequins, qui sont donc censés être des femmes superbes. Et c'est vrai que c'est assez intéressant quand certaines d'entre elles vont aller à contre-courant
de ce côté charme de ce pourquoi on les connaît, pour se mettre un petit peu en danger sans les dire et accepter des rôles un petit peu difficiles. Alors, pour revenir au bouquin, j'espère quand même que tu te rends compte qu'à la page 197, tu as détruit toute mon enfance. Quelle est la page 197? Ah bah oui, bien sûr. Arnold et Willy. Eh oui, de la pauvre Dana Plato, qui a connu une fin de carrière quand même très très dramatique, comme les 3 enfants de la série d'ailleurs, hein, puisque ça sera le cas aussi pour les 2 autres acteurs. Ah oui, effectivement, là j'ai Euh, les images, je peux pas vous les montrer parce que c'est. Je crois que c'est la page quasiment la plus hard. C'est la page hard du livre, parce qu'en effet, donc Dana, donc après Arnold et Willy, va connaître une descente aux enfers assez impressionnante, hein, alcoolique, droguée, elle va perdre la garde de son enfant, elle va vivre dans une petite roulotte pendant des années, elle va survivre de petits boulots comme elle peut, et elle va à un moment tomber carrément dans le porno en effet, et je passe des photos dans le livre du coup où elle se fait prendre en sandwich par Rocco Siffredi et ses potes. Elle va faire plusieurs sessions photos comme ça, non pas par envie ni plaisir, hein, elle le fera vraiment parce qu'elle a besoin de gagner sa vie et que ça rapporte pas mal. Mais c'est vrai qu'elle va connaître une vie terrible puisqu'elle va finir la pauvre par se suicider et c'est quand même une fin de carrière, c'est quand même une carrière assez dramatique. Ouais. C'est ça Et- justement qui est assez fou dans toutes les starlettes qu'on voit, c'est qu'elles ont une image lumineuse absolument fabuleuse, belle, elles font envie et à la fin de leur vie, entre guillemets, parce que certaines ne meurent vraiment pas vieilles, c'est le noir total, quoi. C'est la déchéance, Destin tragique. c'est destin tragique, c'est tout l'inverse justement de ce qu'elles montrent dans les magazines. Pour certaines, ouais. Après, heureusement, il y en a quand même pas mal d'autres qui ont aussi quand même une vie très sympa et qui font ça jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans le livre, je fais une petite diversion, mais c'est vrai que je parle aussi d'autres actrices qui encore aujourd'hui, à 60 ans, font du nu, par exemple, quoi. Et c'est marrant d'aller jusqu'au bout comme ça, d'assumer jusqu'au bout ce côté, oui, modèle de charme et tout. C'est vrai qu'à côté de ça, il y en a quand même quelques-unes qui ont eu des destins tragiques. Il faut savoir que voilà, c'est vrai que c'est un livre donc, qui est sur les actrices de série B qui ont été modèles de charme, mais pour d'autres, c'était aussi des stripteaseuses, des call girls, ce genre de choses. Et il y en a certaines, en effet, qui ont une fin de carrière parfois un peu moins glorieuse que ce qu'on a pu connaître au début. Ouais. Voilà, très bien. Bah, et tous ces destins donc se retrouvent dans ce magnifique livre Merci. avec Alors, toutes ces belles photos. Oui, Je Daniel. pense qu'on peut simplement rajouter que, Oui. puisque Damien parlait de Dorothy Stratton, que sa vie sert de base au film Star 80 de Bob Fosse, Tout à fait. Oui. où c'est Marielle ou Margot C'est Hemingway Marielle qui joue son Marielle rôle. Ouais. Hemingway qui joue le rôle de Dorothy Stratton et qui est donc assassinée par son mari. Par son ex-mari, enfin, ils sont encore mariés à l'époque, justement, ils sont en train de se voir à ce moment-là pour organiser le divorce, tout ça. Et en fait, c'est quelqu'un j'en parle dans le livre, hein, pour ceux qui l'ont, ils pourront bien lire la bio, qui était quelqu'un de très toxique dans son entourage et qui, pour certains, jouait plus un rôle de Mac que d'agent, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'elle va avoir, elle aussi, une fin de carrière et une fin de vie vraiment tragique. Ouais. Très bien. Alors Donc que c'était une oui. des playmates vraiment les plus promues, enfin, à qui on promettait vraiment une très très belle carrière. Ouais. Oui, qui était très mise Ouais. en avant à l'époque. Ouais, ouais. Donc le livre est encore disponible, Damien. Tout à fait. On peut la Euh, commander directement. Il ne reste plus beaucoup d'exemplaires, donc il faut se dépêcher. Ouais. Il en reste 100, un peu plus de 100. D'accord, donc pour le trouver, c'est simple. Vous tapez Damien Granger, Sexy Starlet, et vous allez trouver Normalement, oui. un lien sans souci. Donc bah, c'est bientôt Noël, c'est le cadeau idéal à faire à son beau-frère ou à quelqu'un à qu'on aime dans la famille. Ou à son papa. Ou à son papa, oui. Mm. Tiens bien, Monsieur Boutier, puisque vous avez le micro, ça va être à vous. Alors, vous allez nous parler Voilà, d'un classique de John Ford. Voilà, puisqu'on parle de cadeaux à faire pour Noël. En plus, c'est un peu le film de ta vie, puisque L'homme tranquille, C'est un peu moi, c'est quelque chose qui te effectivement. parle. Donc, c'est un film que John Ford a réalisé en 1951, au milieu de sa période western. Le film est sorti enfin en Blu-ray chez Rimini dans une copie sublime. Mhm. Voilà, non, il s'ouvre en fait. Faut un- Mon Dieu, qu'il est pâteau. Merci. Voilà. Donc il y a un livret, il y a des cartes postales, enfin des affiches en cartes postales. Il y a 2 Blu-ray, un avec le film et des suppléments, et un deuxième film, Blu-ray de bonus.
C'est un film qui marque, qui pour John Ford est important parce il filme un petit peu ses origines. C'est-à-dire que John Ford est américain, mais ses parents sont d'origine irlandaise, donc c'est un retour aux sources pour lui. Le film est un petit peu lent. C'est pas du tout, c'est pas un rythme trépidant. Ah, bah, c'est sûr, c'est pas du Marvel, hein. Oui, mais en tout cas, il y a bon, il y a John Wayne dedans qui est un comédien habitué des films de John Ford. Il y a la sublime Maureen O'Hara, la rousse, une des rousses d'Hollywood avec Rita Hayworth et donc la rousse irlandaise par excellence. Des paysages magnifiques, même si, à mon sens, on ne voit pas assez toute l'Irlande. Les paysages sont un petit peu centrés sur la ville d'Innisfree où où se déroule l'action. Mais c'est vraiment un grand plaisir de découvrir ce film dans cette qualité. Alors, il date de quand, rappelle-moi? 1951. Et donc, c'était un projet effectivement qui lui tenait à cœur, si on veut, Oui. puisqu'il l'avait en tête depuis, je crois, la fin des années 30, vers 1939, Ouais. et que ça avait été refusé. Le sujet n'intéressait personne, parce qu'on disait, voilà, c'est une comédie romantique, un petit peu, il y avait cet aspect-là, qui fait que, bon, les producteurs se sont pas jetés sur le projet. Et finalement, comme tu l'as dit, des années plus tard, il a pu enfin réussir à transcrire sa jeunesse irlandaise et tout ça. Et donc, il a eu un Oscar. 2 Oscars. Ouais. Deux Oscars, oui, et réalisateur entre autres. Les meilleures photos. Absolument, il a vraiment galéré pour monter ce film. Il a fini il avait proposé à la Fox, il avait proposé à la RKO, et finalement c'est la République avec laquelle il avait déjà travaillé sur Dieu est mort, je crois, pour pour la production de ce film. Et donc John Ford avait déjà abordé le sujet de l'Irlande dans des films précédents, notamment dans Le Mouchard, avec Victor McLaglen, qu'on retrouve dans L'Homme tranquille. Mais Ça te fait rire? oui, ça te fait rire, Renaud? Je sais pas pourquoi. Bon. Et donc voilà, il m'a fait perdre le fil, c'est imbécile. Voilà. Quel était Malheureusement, Ma Vallée? C'était pas aussi, ça se passait pas en Irlande aussi? Non, c'est au Pays de Galles. Ah, Pays de Galles. D'accord. Mais Bon, c'est pas loin, c'est à côté. Voilà, Prendre et il y a également Maureen O'Hara. Voilà. Très bien. Voilà, donc Voilà, c'est tout ce que tu avais à dire. alors un petit mot encore donc sur Rimini, qui est vraiment un éditeur passionné. Il a sorti, puisqu'on est sur John Ford, il a sorti également les premiers westerns de John Ford, avec 3 films muets de John Ford en Blu-ray. Donc je ne peux pas me prononcer sur la qualité sonore de l'œuvre, puisque je ne les ai pas vus. Je viens juste de recevoir ce coffret, mais j'en doute pas, étant donné le prix que Jean-Pierre Vasseur, donc, qui est le directeur de Rimini, attache à la qualité de ses produits. Je ne doute pas que le résultat est magnifique. Voilà. Oui, les retours étaient bons. Ouais. Très bien. Tu voulais parler d'autre chose ou d'Avatar, non? Tu m'as dit vite très fait. rapidement, oui, j'ai vu Avatar. Tu as eu la chance de le voir en avant-première, la voix de l'eau. avant tout le monde. Oui, avant le tout le petit monde, peuple. c'est-à-dire 2 jours avant tout le monde. C'est d'ailleurs pas. Le film est superbe. Le film est absolument superbe. Le seul reproche que je ferais, c'est qu'il n'y a pas de rappel de l'épisode précédent, et qu'il faut déjà avoir vu le film précédent pour bien comprendre l'histoire, et surtout avoir une bonne mémoire. C'est une suite quand puisque même directe. C'est une suite directe.
avec un petit peu de. Il s'est passé quand même quelques années entre les, entre les deux aventures. Mhm. Mais alors, un certain nombre enfin, le reproche principal qui est fait au film, c'est sa durée, puisque le film dure 3h10. Et très honnêtement, c'est pas un film, il y a des scènes d'action. La dernière heure, il y a beaucoup d'action lors de la dernière heure, mais il y a une grosse partie qui est assez contemplative, mais c'est tellement magnifique qu'on voit pas, qu'on ne voit pas du tout le. C'est une sorte de, un petit peu comme 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. Il y a des. Attention. Non, t'es pas d'accord. Bon, par contre, Je m'en doutais. au niveau du scénario, parce que justement, bon, moi j'ai revu le premier parce que je compte peut-être voir le deuxième. C'est vrai que le scénario est quand même assez mince, hein. Mhm. Donc c'est beau, d'accord, mais le fait que ce soit beau, ça fait pas l'histoire non plus. Il faut savoir qu'après le film sera vu sur des télés, pour ceux qui ont de la chance sur des vidéoprojecteurs, Mhm. mais pas dans les conditions où toi tu l'as vu. Donc est-ce que Oui. justement le film ne perdra pas cet attrait sans Alors la évidemment, 3D on et perdra sans surtout l'attrait de la 3D qui apporte beaucoup, beaucoup au film au niveau immersion, si je puis dire. Mais mais c'est bon, maintenant de plus en plus les télévisions sont de plus en plus grandes, donc je pense pas que ce soit Mais un le film problème. n'est pas. Évidemment, c'est pas un film à voir sur son téléphone, c'est clair. Mais au niveau des scénarios, ce n'est pas trop une redite du premier sur Non, pas du tout. sur le cheminement de l'histoire. Pas du tout. Non, mais je me doute que c'est pas une redite, hein. Tu l'as vu, Laurent? Déjà- Non. Ah, Mais je pourquoi compte le tu dis voir. non, c'est. Parce que D'accord. Voilà. Ça te regarde parce que pas. je vois pas pourquoi il referait exactement la même chose que le premier, puisque le premier, il y avait enfin, les deux personnages il y avait toute l'histoire derrière, les scènes d'action, la rencontre des deux personnages. Donc ça, tu passes forcément à autre chose. Tu peux pas refaire un remake. Enfin, moi, je continue de penser que quand même, que c'est dommage Profites-en. que James Cameron se soit embarqué uniquement sur les avatars, parce que ça nous prive d'un cinéaste quand même qui avait des idées, qui était percutant. Et là, le fait de savoir qu'il va passer le reste de sa vie de cinéaste à faire des avatars, pour moi, ça me déprime juste, quoi. Mm. C'est pas... Oui, mais Avatar que jamais. Oui, certainement. Oui. C'est quand même le réalisateur du Titanic, des Terminator. C'est dommage de le laisser terminer, en fait, sur ce qui reste, à mon avis, quand même des films d'animation. Oui, mais c'est son choix. Si ça intéresse le public, pourquoi pas. Le 3 d'ailleurs devrait sortir Tu l'as vu déjà, le très 3? rapidement. Si, En avant, le, première, le- on sait. le 3 a été tourné en même temps que le 2 en fait, hein, Ah ouais. probablement pour des questions de budget. Ça coûte moins cher de tourner de tourner dans des mêmes décors, hein. Mais Et toi, Damien, tu as un avis sur Avatar ou Eh bien, écoute, j'irai voir le 2 là, en famille pendant les le vacances. premier, tu l'avais vu? Le premier, j'avais bien aimé. Je ne l'avais pas vu en salle à l'époque. Je l'ai rattrapé par la suite. Parce que je ne cache pas que l'univers, j'étais un peu hermétique à son univers. Et quand je l'ai vu, j'ai adoré. C'est un super film de guerre. Moi, ça m'a rappelé son Alien, en fait, hein, Aliens le Retour, qui était avant tout un film de guerre aussi. Et j'ai vachement retrouvé ça. Et j'ai adoré pour ce côté-là. Ouais. alors, Après, je reste toujours un petit peu hermétique à l'univers, aux navires, les personnages, tout ça. Mais c'est vrai que le côté technique et encore une fois, ce côté, oui, film de guerre m'avait vraiment plu. alors, si tu veux mon avis, si je puis dire, également, celui-ci est plutôt un western qu'un film de guerre. Ce qui peut être intéressant aussi, dans le contexte par rapport à l'univers et tout, ça peut rajouter quelque chose et ça peut être intéressant. Ouais. Très bien. Merci, monsieur Bouteiller. Je vous en prie. Monsieur Laurent Picard, c'est Oui. à vous. Vous allez nous parler de la période de Roger Corman, Edgar Allan Poe. Donc, il a eu toute une période où la. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a la sortie d'un coffret, donc Roger Corman, Edgar Allan Poe, qui est édité par Sidonis Calista, qui regroupe les 8 films inspirés justement des nouvelles et poèmes d'Edgar Allan Poe. Donc sur les 8 films, donc on peut les énumérer, pardon. Il y a donc La chute de la maison Usher, La chambre des tortures, L'enterré vivant, L'Empire de la terreur, Le corbeau, La malédiction d'Arkham, La tombe de Ligia et Le masque de la mort rouge. Donc en fait,
Ça a été tourné entre 1960 et 64, donc dans une période assez courte. Donc on a quand même affaire à Roger Corman, qui est quand même un staccoviniste à ce niveau-là, parce que et c'est d'ailleurs la période la plus intéressante, puisqu'il venait donc de faire juste avant la petite boutique des horreurs, et en même temps que cette période Poe, il va aussi tourner d'autres films, dont 3 pour moi qui sont assez intéressants, qui sont donc, pardon, oui, qui sont donc The Intruder en 62 avec William Shatner. William Shatner qui est donc le capitaine Kirk de l'US Enterprise. William Shatner qui a aussi fait derrière une carrière musicale, puisqu'il il s'est mis à la chanson. Ouais. Et d'ailleurs, il s'entourait pour ça des musiciens d'Yes. Ah bon? Et oui, il fallait le savoir. J'ai Il a réussi à le réussi à le placer. placer. Je m'arrêterai là, pas de souci. Ensuite, il a fait L'horrible cas du Docteur X, toujours dans cette période, aussi un film que j'aime énormément, et The Terror, ou L'halluciné, avec Jack Nicholson. Et Boris Karloff. Et Boris Karloff, tout à fait, qui seront aussi des acteurs, on en reparlera un petit peu après, des acteurs. Et donc, pourquoi Edgar Poe? Puisque c'était en fait la réponse américaine à la Hammer, au gothisme, au gothique Hammer, puisque la Hammer commençait en 57 avec Frankenstein, 58 Dracula, 59 la momie. Donc, il fallait réagir. Et on sait tous que Corman étant très opportuniste, il s'est dit c'est le bon moment de s'y lancer. Alors, Edgar Allan Poe, il a vécu 40 ans. Hein. Ah ouais. C'est plus. pas. Ah ouais. Alors, il a fait à peu près tous les métiers de l'écriture. Il était donc novelliste, romancier, poète, éditeur, critique. Que dire de lui? Chose intéressante. Alors ça va être à 27 ans. Il a quitté sa province, bien décidé à conquérir Paris. Non, c'est pas ça. À 27 ans, il épouse sa petite cousine Germaine, qui a 13 ans. Ah oui, Eh quand oui, même. 13 ans. Ah ouais. Germaine avait 13 ans. Elle s'appelait Germaine. Et qui est mort à l'âge de 24. Hein, pas... Ah bah dis donc. Voilà. Donc ensuite, il a eu sa période, c'est surtout sur la fin, les 7-8 dernières années, 1839-47, où il a vraiment produit ses œuvres principales, qui sont d'ailleurs reprises plus ou moins toutes par Corman. Et il était atteint, on va dire, un petit peu d'alcoolisme, il était santé fragile. Et au niveau de sa mort, on ne sait pas trop quelles sont les circonstances de sa mort. Il a fini un peu seul, abandonné, et pas forcément en très bon Juste état. une parenthèse, il y a Stallone qui avait toujours rêvé de porter sa vie à l'écran. Il n'a jamais réussi à concrétiser ce projet. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être intéressant. Et ensuite, il est devenu célèbre dans nos contrées grâce à la traduction de Baudelaire, qui a donc lui traduit ses nouvelles, alors que Mallarmé s'est plutôt intéressé à ses poèmes. Donc ça, c'est pour Poe. Il a des thèmes de prédilection, en fait, et on le voit d'ailleurs quand on regarde les 8 films à la suite, c'est toujours un petit peu redondant sur certains thèmes. Il y a la dégénérescence physique et mentale. Ah oui? Et pourquoi vous regardez tous Daniel? Je ne sais pas, c'est un réflexe. C'est un réflexe qui, a priori, lui fait peur. Il y a l'alcoolisme aussi. Qui est là, la maladie, la drogue. Donc ça sont des thèmes récurrents. Il y a aussi la mort. Donc la mort est omniprésente chez Poe. Et cette espèce de passage de la vie à la mort où finalement il y a cette crainte quelque part d'être considéré comme mort alors qu'on est encore vivant. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses où il y a l'enterré vivant, où on est... voilà, ce thème revient énormément. Et donc, c'est un peu le mort-vivant, on va dire. Et le troisième thème, puisqu'on suit, on a fait donc la maladie, la mort, après la mort. Et là, il y a pas mal de thèmes de réincarnation. Et on le voit dans ces nouvelles et donc dans les films où des personnes reviennent. Donc, tu l'as par exemple dans la malédiction d'Arkham, si on prend celui-là. Voilà. Alors, le problème qu'il y a avec Edgar Allan Poe, c'est qu'au niveau des nouvelles, en fait, c'est un peu comme le micro, c'est unidirectionnel. C'est-à-dire qu'il a une idée, il la développe et il n'y a pas vraiment de sous-intrigue. Donc c'est assez direct.
à partir de là, c'est quand même un peu compliqué à les remettre comme ça à l'écran. Et la deuxième chose, c'est que c'est la plupart du temps à la première personne, puisqu'on rentre dans la tête du narrateur. Et donc, c'est une expérience pour le lecteur qui est là, qui entend toutes les pensées, qui est dans les pensées du principal protagoniste. Alors, pour développer ces nouvelles, Roger Corman a fait appel à 2 scénaristes, qui sont en fait les 2 scénaristes qui ont aidé Rod Serling dans la 4e dimension, qui sont donc Richard Matheson et Charles Beaumont. Et eux ont réussi, à partir vraiment de thèmes assez simples, de développer. Alors après, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a celles qui seront fidèles et celles qui ne seront pas fidèles. Alors je reviens un petit peu sur Charles Beaumont, parce que Charles Beaumont, il a fait aussi un film avec Roger Corman dans la même période, puisque il a fait L'Enterré vivant, donc au niveau du premier scénario, et il avait aussi fait The Intruder, qui était son roman et qui a été adapté par Corman. C'est-à-dire que Corman, je crois que c'est en 62, il a fait 2 films en même temps avec le même scénariste. Voilà, c'est des associations assez, on va dire, assez productives. Et donc il y avait deux façons. Soit on est très fidèle au matériau d'origine, soit on part sur quelque chose de complètement différent. Alors, sur le fidèle au matériau d'origine, on va prendre par exemple La Chute de la Maison Usher. La Chute de la Maison Usher, on va dire que la trame est quasiment la même. Simplement, encore une fois, il a rajouté, le scénariste, donc Matheson, a rajouté quelques sous-intrigues pour le rendre plus intéressant, pour qu'il y ait plus d'interaction entre les personnages. C'est-à-dire que dans la nouvelle d'origine, vous avez, ce sont un vieil ami d'enfance qui va rendre visite à Vincent Price, qui est dans sa maison, qui l'appelle au secours, en disant voilà, j'ai des problèmes, il faudrait que tu viennes me voir. Alors que dans l'adaptation au cinéma, en fait, c'est un personnage qui vient pour aller demander la main de la sœur de Vincent Price. Donc c'est pas du tout le même type d'interaction. Donc ça fait qu'il y a des interactions, des triangles, on va dire, que tu n'as pas forcément dans la nouvelle. Mais ça reste quand même assez fidèle sur la trame. D'autres sont complètement délirantes. On prend le Corbeau. Le Corbeau, à la base, c'est juste un poème de Lovecraft. Et si on regarde bien, il y a à peu près que la première scène, c'est-à-dire le corbeau qui frappe à la fenêtre, en pensant qu'il frappe à la porte au départ, qui est vraiment dans la nouvelle. Enfin, dans le poème. Et après, tout ce qui est développé après est vraiment le fruit de l'imagination des scénaristes. Ensuite, on a d'autres films qui sont un mixte. Un mixte, par exemple, si vous prenez... Alors, ça peut être un mix entre 2 nouvelles d'Edgar Poe. Si vous prenez par exemple Le Chat Noir, qui est dans les films à sketch L'Empire de la Terreur, vous avez en fait un mélange entre la nouvelle Le Chat Noir et une autre qui est La Barrique d'Amontillado. Merci, j'ai toujours du mal. Heureusement que tu es là, Daniel. Et voilà, c'est ça. Et donc, c'est très troublant, puisque effectivement, on reprend les mêmes personnages, les noms des personnages de La Barrique d'Amontillado. Il y a l'histoire du vin, de tout ça, qui n'est absolument pas présent dans Le Chat Noir. Le petit souci, c'est que par rapport à l'esprit de la nouvelle du Chat Noir, on en est quand même assez éloigné, puisque ce n'est pas le chat qui vient amener le personnage dans la folie. Le chat sera simplement comme protagoniste à la fin avec l'histoire du mur. Et c'est pour ça que, si on revient sur l'Empire de la Terreur et le Chat Noir, petite bifurcation, c'est que au niveau du Chat Noir, et donc dans l'Empire de la Terreur, il y a le Chat Noir et il y a aussi l'étrange cas de Monsieur Valdemar. Un des trois sketchs, le troisième étant... C'est le troisième. C'est le troisième. Alors c'est le deuxième qui, je me rappelle plus ce qu'était, mais c'est pas bien grave. Et donc en fait, ce sont les 2 sketchs que vous retrouvez dans 2 yeux maléfiques. Tout à fait. De Romero et Argento. De Romero et Argento. Et lorsque vous lisez la nouvelle du Chat Noir, la version d'Argento est beaucoup plus proche de l'esprit de la nouvelle. C'est-à-dire que c'est le chat
qui a cette présence maléfique qui va faire que petit à petit, ça va énerver le personnage, que le personnage va sombrer dans la folie, qui va commettre d'actes irréparables, qui va s'énerver par rapport à sa femme, de tout ça. En fait, il y a bien ce qui a été retranscrit chez Argento qu'on n'a pas du tout dans la retranscription de Corman. Par contre, pour Valdemar, la version de Romero, elle est totalement fantaisiste. C'est-à-dire que dans la nouvelle, et donc la retranscription de Corman est un peu plus fidèle, c'est l'expérience après la mort. C'est-à-dire qu'on est là, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? Et donc on met dans un état semi-conscient, enfin la frontière entre la vie et la mort. Et donc notre ami tiens, Romero, lui, utilise ce principe-là pour faire une escroquerie au niveau des banques et tout ça, qui n'est évidemment pas dans la nouvelle d'origine. Et ensuite, il y a aussi un mix entre les deux. Là, on a parlé du cas où on mixait deux nouvelles d'Edgar Poe. Il y a aussi le cas où on mixe Poe et Lovecraft. À ce moment-là, ça, c'est la malédiction d'Arkham, où effectivement, on a donc un poème. Donc c'est celui-là. Oui, Le Château hanté, Là, qui est le poème d'Edgar Poe. C'est un titre, il vient d'où ce titre? C'était un premier titre. En fait, le tout premier titre qu'avait donné le distributeur français, c'était La Maison hantée. Ils ont tiré des affiches avec le titre La Maison hantée. Par-dessus, ils ont collé ce sticker Le Château hanté. Et finalement, le film s'est appelé La Malédiction d'Arkham. Voilà, donc c'est un mélange entre ce poème qui s'appelle Le Palais hanté, normalement, en français, et donc l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft. Donc on a ce mélange des deux qui fait un film assez particulier. Au niveau acteur, dans 7 des films, on retrouve Vincent Price. Il est juste absent dans L'Enterré vivant, où il a été remplacé par Ray Milland, qui donc avait joué aussi en même temps dans L'Horrible cas du Dr X. Donc tu vois, dans la même période, il prend à chaque fois les mêmes acteurs et les fait tourner dans plusieurs films. Et donc, pourquoi Vincent Price n'avait pas été là? C'est a priori parce que Roger Corman voulait un petit peu s'extraire de la maison de production actuelle, voulait voir un petit peu voir ailleurs, sauf que Vincent Price était lié à un contrat d'exclusivité avec cette maison de production, donc il a été obligé de prendre un autre acteur. Mais derrière, vu que finalement le succès n'a pas été forcément au rendez-vous et que c'était vraiment la patte de Vincent Price par rapport à Poe, on est revenu très rapidement avec Vincent Price au niveau de l'acteur principal. Alors, dans les acteurs, il y a aussi Karloff Junior. Pardon, de façon générale, on a Karloff qui est là. On a Peter Lorre, que l'on peut voir dans justement Le Chat et puis dans Le Corbeau. Il y a Nicholson. Alors, Nicholson, on le voit, parce qu'il est quand même un grand acteur, mais il l'avait tourné dans L'Halluciné, comme j'en ai parlé avant, et lui, on le voit dans Le Corbeau. Oui. Mais on a du mal à le reconnaître. Hein. D'ailleurs, au début, je ne l'avais pas forcément... Mais il faut dire, bon, pour les gens qui ne connaissent pas Roger Corman, qu'il a fait débuter énormément de comédiens et de réalisateurs. Il a fait débuter De Niro, il a fait débuter Nicholson, Francis Ford Coppola. C'était effectivement un de ses principaux talents, c'est d'avoir le nez pour dénicher les talents des autres. Et Joe Dante, aussi. C'est un lien avec Corman. Ouais. Oui, il y en a plein. Il y a Jonathan Demme aussi. Ils sont vraiment beaucoup à avoir commencé chez Corman. Dick Miller. Roger Corman qui est toujours vivant. Oui, 96 ans. 96 ans. Oui. Ouais. Et là, au niveau actrice, on a Debra Paget. Pagette, qui... alors là, c'est tout à fait personnel. C'est la danse du cobra dans le tombeau de Fritz Lang. de Fritz Lang. Là, c'est un des moments les plus érotiques du cinéma. En tout cas, c'est un des moments préférés. Et qui a été aussi marié avec Bud Buttigieg. 22 jours. Ah ouais. 22 jours, toi, c'est pas... Et Bud Buttigieg, on peut encore
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas dans l'intimité. Mais c'est encore un petit clin d'œil. On fait un petit clin d'œil à Sidonis, puisque Bud Buttigieg, il est l'un des réalisateurs enfin, dans leur fameuse collection western. Oui, qui est très très bien édité chez eux. Voilà. Alors ensuite, au niveau donc, de tous ces films, celui que ceux que j'ai préférés personnellement, donc c'est un choix personnel, comme dirait l'autre, ça va être La Chambre des tortures, parce que j'ai le titre en anglais, donc The Pit and Pendulum, qui est franchement excellent. Et là, on voit aussi tout le travail du scénariste Matheson, parce que la nouvelle, en fait, elle est assez courte. C'est juste l'histoire d'un gars qui est enfermé au moment de l'Inquisition dans un cachot, au centre duquel il y a un trou, et le but, c'est de le faire tomber dans le trou. Et il y a aussi donc ce pendule pour le torturer et le forcer à aller dans le trou. Donc, c'est vraiment un argument de base qui est très très simple, et c'est pas du tout l'histoire qui est racontée après. Donc là, c'est absolument génial. Et franchement, c'est quasiment mon préféré, avec bien sûr le Masque de la Mort Rouge. Où là encore, alors là, c'est plus Matheson, c'est Beaumont qui est au scénario. Et là aussi, la nouvelle, elle est quand même assez simple. On est juste dans une fête avec 7 salles différentes. Il n'y a pas réellement de sous-intrigue. Et là, tout le génie, c'est toutes ces petites histoires. Le côté malsain avec la petite fille en naine ou la naine en petite fille, on ne sait plus. Et l'esthétisme. D'ailleurs, la photo a été faite par Nicolas Rugg. Nicolas Rugg, qui est le réalisateur de L'homme qui venait d'ailleurs. Et Ne vous retournez pas. Voilà, Ne vous retournez pas. Et Donc, un des plus grands chefs-op de l'époque. Voilà. Donc ça, pour moi, ce sont vraiment les deux temps forts au niveau des films. Bien sûr, vous avez la chute de la maison Usher, où j'aime beaucoup cette atmosphère, ce qui est raconté, c'est-à-dire cette espèce de folie, ces fissures dans la maison qui sont aussi les fissures dans l'esprit de Vincent Price, qui est hypocondriaque, qui est tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Il y a la tombe de Ligia, qui est un peu plus classique, mais qui est aussi intéressant, avec le fait qu'on tourne beaucoup plus en extérieur. Puisque la plupart des films sont quand même des huis clos dans des maisons. Là, on profite de la campagne aux alentours. Le plus surprenant, on en a parlé, c'est La Malédiction d'Arkham, puisqu'il y a ce mélange Poe-Lovecraft, qui est plutôt intéressant. Et alors, le plus décevant de mon côté, parce qu'il faut quand même, on va pas tous les faire, c'est Le Corbeau. Alors Le Corbeau, pourquoi? Parce que en fait, c'est juste à la base un poème, donc c'est la première scène. Et ensuite, on part dans une comédie pure, où franchement, ça cabotine, mais alors comme jamais. Ça cabotine à mort. Ça cabotine à mort. À un moment, il y a un duel de sorciers, on se croirait dans Cendrillon, voilà, ou dans Ma sorcière, dans Merlin. ou dans Merlin. Enfin, c'est franchement. Pourtant, le casting, quand on voit le casting, on se dit c'est Peter Lorre, Karloff, Vincent Price. On dit ça va envoyer du steak, comme dirait l'autre. Pas du tout. Mais je crois que Corman s'est trompé en fait sur la façon d'utiliser Peter Lorre. Il l'a utilisé dans les deux films comme un comique, comme un personnage comique, oui. Ce qui lui convenait pas du tout à mon avis. Non, alors, dans les petites éditions, juste pour finir, quelque chose qui n'ont rien à voir avec le coffret, mais c'est quand même des éditions magnifiques au niveau des steelbooks. C'est les plus beaux steelbooks que j'ai dans ma collection. C'est des imports, ça. Oui, ce sont des imports. Ensuite, pour juste compléter sur Poe, au niveau musique, La Chute de la maison Usher a fait l'objet de 3 opéras. Un de Philip Glass, un de Peter Hamill et un autre inachevé de Debussy. Et celui inachevé de Debussy servira de thème sonore à l'introduction justement de l'album Alan Parsons Project, Tale of Mystery and Imagination, où il y aura donc le morceau La Chute de la maison Usher.
Et les premières notes sont les notes de Debussy. Je ne le savais pas. Je veux dire, puisqu'au début, je me dis, ouais, Alan Parsons, c'est absolument génial, c'est fantastique. Et il y a quand même quelques notes qui sont pompées sur cet opéra qui n'aura pas été fini, puisqu'il sera mort avant de le terminer. Et alors, un petit truc, dernière chose, sur la Malédiction d'Arkham, si vous écoutez la BO, vous avez... Il y a un passage de thème- Rick Wakeman, non? Non, absolument pas. En fait, C'est c'est de pour l'ex-Bar- revenir les Pardon, hein c'est de Lex Barker, non Alors, c'est de Ronald Stein. Ah, pardon. Et donc, les 4 notes du thème, en fait, ce sont les 4 notes du thème de Dune écrit par Toto. Voilà, c'était juste pour faire un petit lien avec les missions précédentes et puis Dune. Et ça saute aux oreilles, comme on dirait, et c'est assez troublant. D'accord. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur... Très bien, c'était très bien. C'était très intéressant. Maintenant, on va vous parler donc d'un film, un documentaire qui est sorti il y a déjà quelques mois. Moi, j'avais été le voir en salle à sa sortie. Et vous, messieurs, vous l'avez découvert grâce au Blu-ray. Blu-ray, En Blu-ray, c'est un Oui. superbe documentaire de 2 heures, 2h05, un peu plus. Ouais. filmé plus, par ouais. Giuseppe Tornatore, le réalisateur de Cinéma Paradiso, qui est, je pense, on peut dire un proche de Morricone, parce que après Morricone a fait de Cinéma Paradiso jusqu'à ses derniers films. jusqu'à Morricone plusieurs il a de ses fait BO. toutes ses Le BO. pianiste sur l'océan. Oui. Et je pense que vous êtes d'accord, parce qu'on l'a tous vu, bon, peut-être sauf Damien. Tu l'as pas vu, Damien? Non. toi C'est non, pas vu. c'est un superbe documentaire très émouvant. Moi, je pense qu'il fait partie des meilleurs documentaires sur le cinéma de tous les temps, pour moi, c'est mon avis. Il retrace sa carrière. Il a, je pense, le petit plus de ce documentaire, c'est d'avoir. On a l'impression qu'on est à côté d'Ennio, quoi. Bah, déjà, le documentaire, ça a été filmé sur plusieurs années, donc chez Morricone, dans son intimité. Et en plus, ce sont quasiment ses dernières images, finalement, parce qu'il est décédé peu de temps après. Ce qui prend toute la valeur du documentaire. Le documentaire, d'ailleurs, commence sur, je trouve, quelque chose d'assez intime qui va donner le ton, justement, sur la suite. C'est vraiment un documentaire intime, c'est-à-dire que il fait de la gymnastique au début du documentaire. Ce qui m'a frappé, c'est que je trouve que c'est très original d'avoir commencé le Et il documentaire tourne comme ça. autour de son salon, justement, pour faire ses pas quotidiens. Alors, Ennio Morricone, c'est un petit bonhomme. Et quand on le voit comme ça, on a du mal à s'imaginer que c'est le musicien d'Il était une fois dans l'Ouest, du Bon, la brute et le truand, enfin de tant de chefs-d'œuvre, parce qu'on se dit comment autant de génie peut sortir d'un petit corps. Je sais pas. Tu parles de Damien, là Non. Et donc, beaucoup de témoignages. J'avais peur au début justement que ça alourdisse un petit peu le sujet, le propos. Finalement, ça passe très bien. On y voit ses peurs, ses craintes, ses envies, ses regrets, notamment à travers les Oscars. C'est vraiment, vraiment très bien fait. Et puis la musique est là, omniprésente. Alors, ce qui est très intéressant, parce que je ne connaissais pas la vie de Morricone ni ses origines, c'est en fait se rendre compte qu'il vient de la musique classique, mais de la musique classique contemporaine. Tout à fait, oui. Et ça explique, parce que dans le grand public, quelque part, on connaît Morricone avec des thèmes qui sont très mélodieux, très très beaux. Et il y avait toujours cette interrogation pour moi quand j'écoutais les musiques d'Argento, qu'il a écrit pour Argento, où on part sur des improvisations contemporaines aussi, qui Très sont expérimentales. Je m'étais toujours posé la question, mais comment ça se fait que pour Argento, il n'a pas fait comme les autres, avec des superbes mélodies plus classiques? Effectivement, là, c'est Daniel. Daniel Alors, qui à a droite, comme- c'est Daniel. Hein. Daniel qui a quand même rencontré le maestro. Hein. Le maestro. Ouais. Et donc, Brièvement. effectivement, c'était son parcours était sur cette musique classique contemporaine. Et avec Argento, il s'est dit tiens, on va sur ce giallo, ça va permettre justement de rajouter des sons stridents, des choses comme ça qui vont amener une angoisse par rapport au film. Alors, c'est vrai que la BO marche très bien avec les films d'Argento quand on les regarde. Par contre, quand on les écoute à part, mis à juste avant le thème principal, un ou deux thèmes, le reste, c'est quand même assez compliqué à écouter. Et ça, c'était intéressant. Bon, Et ça se discute, ça. Hein, Ça discute parce que moi, je peux Ouais. t'assurer que je peux écouter un album entier de Morricone sans m'ennuyer, y sur compris les passages les plus expérimentaux. Plumage de cristal et Chat à neuf queues, Ça fait un peu, C'est un peu plus compliqué, mais je peux Claude Rich t'assurer. dans Les Tontons Flingueurs. Quoi. c'est un peu, voilà.
Pour moi, c'est un peu plus complexe. En tout cas, c'est pas du tout mélodieux. Et comme tu l'expliquais, la chose, c'est qu'il a choisi lui la musique de film. Et ça l'a toujours un petit peu embêté d'un certain côté parce que à l'époque, la musique de film, c'était pas considéré comme une activité sérieuse, alors que la musique classique et surtout contemporaine était considérée comme le sommet du genre. Sauf que au bout d'un moment, Ennio Morricone aura marqué l'histoire de la musique et je suis sûr que dans 100 ans, on écoutera encore ces musiques. Là où tous les compositeurs classiques contemporains qui sont restés dans leur créneau, je suis pas sûr qu'on en entende parler. Et donc, c'est ça qu'il avait besoin de cette reconnaissance du ventre de ses pairs. Bah, là, Alors ce qui que, est très émouvant, c'est son rapport qu'il a avec son prof de oui, musique au début. C'est vraiment bouleversant, quoi. voilà. Et en fait, il a eu la plus belle reconnaissance, celle du public, celle de la postérité, parce que lui, Et de son prof de musique, et et vers son la prof de fin, musique vers la finalement, fin. a compris, en fait. Et celle également de l'Académie des Oscars qui a tardé, mais qui a quand même, à la fin de sa vie, lui a décerné un Oscar d'honneur. Alors, Ou ce qui est, ce qui Ainsi est, que l'Oscar pour la Tarantino, musique du film de Tarantino. les huit salopards, oui. ce qui est intéressant, c'est que dans ce documentaire, surtout, c'est que euh, la réputation d'Ennio Morricone, était qu'il était un petit peu un ours, un personnage pas très aimable, toujours un peu agressif. Tu parles de toi là encore. Hein. Et en fait, donc pas du tout. On voit dans le documentaire que c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Hein. Et Et sa femme. Sa femme ouais. est très très importante. Maria est très importante dans sa vie. D'ailleurs, là, on parlait tout à l'heure on disait que je l'avais rencontrée assez brièvement à Cannes, et c'était lors de la remise pas d'un prix, mais d'une espèce de reconnaissance de ses pairs, comme pour ce que tu disais. Donc, on lui a remis au Festival de Cannes une espèce de tableau avec un texte de reconnaissance qui est signé par plus d'une dizaine de musiciens de film. Et je l'ai vu presque pleurer. C'est-à-dire, à la remise de ce document, il avait les larmes aux yeux. C'est la même chose avec les Oscars. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai pleuré en regardant en regardant le documentaire. Parce que c'est quand même hallucinant qu'il a fallu attendre X années un Oscar d'honneur pour le récompenser. Alors Là qu'il où- avait été nominé un certain nombre de fois. Et surtout Mission. Mm. Mission, pour moi, c'est une de ses plus belles. Enfin, il y a un côté mystique que j'adore. Et le truc, c'est de se dire que c'est Herbie Hancock, je crois, qui a gagné avec Oui, autour de avec le minuit. film de Tavernier. Oui. Oui. Autour de minuit. Et comme il explique, Herbie Hancock, c'est un musicien fabuleux, sauf que c'est pas une bande originale. Oui. Il y avait la moitié où c'était des reprises, Ouais. alors que lui, c'était vraiment. Et ça, c'est une frustration. Ça lui faisait mal. Je Ça pense lui que faisait mal et ça c'est lui- incompréhensible. C'est Oui. totalement incompréhensible. Mais il y a comme ça des choses incompréhensibles. Et là, je fais un petit coucou à Fabrice avec Christine, le film Christine qui n'avait pas eu le prix à Avoriaz. Et je crois que c'était l'ascenseur de mémoire à la place de Christine. Je veux dire, c'est complètement incroyable. Et là, c'est exactement la même chose, quoi. Je veux dire, je comprends pas. On comprend pas. Et pourquoi? Il y a une partie aussi intéressante dans le documentaire, c'est quand on essaye, je ne sais plus quel intervenant essaye d'expliquer sa musique, il essaye d'analyser la musique et il dit j'essaye les 2 premières minutes et après c'est impossible, je suis happé par la mélodie, et je n'arrive pas à... C'est vrai que ce qui est frappant, c'est de voir que c'est presque un mathématicien de la mélodie. Il va te planter une mélodie, il va te rajouter des choses à gauche et à droite. Et c'est une espèce d'alchimie, quoi. C'est un alchimiste de la musique de film Oui, qui t'emporte dans l'émotion. Et surtout, il a différents styles. C'est-à-dire que le grand public, on a quelques En fait, mélodies oui, il a en été tête. catalogué sur le Western Spaghetti, alors que c'est à peine 15% en fait, de son œuvre. Et puis, il est il excelle aussi dans les partitions classiques. C'est assez étonnant d'ailleurs. On se Surtout, dit, il a mais touché c'est pas- vraiment à tous les genres de films. Ouais. Et il a un style, il a un style inimitable.
à l'exception peut-être de quelques musiques, comme justement celle des Argento, l'Oiseau au plumage de cristal, qui sont des musiques expérimentales, au bout de quelques notes, on sait que c'est du Morricone, quoi. C'est chef-d'œuvre. Mm. C'est quoi? On peut citer Mission. Ouais. On peut citer Il était une fois dans l'Ouest. Bah, tous Les les Sergio Léon. Il y en a beaucoup. Hein. Quasiment tous les Sergio Leone. Il faut savoir Le- qu'il a composé quasiment plus de 500 BO. Et Ce qui est déjà une lesquels, œuvre les deux exceptionnelle. Argento, parce qu'à chaque fois je confonds dans la trilogie. Il a fait le L'Oiseau chat- au plumage de cristal. Et le chat à 9 queues. Le chat à 9 queues. Ouais, c'est ça, c'est les deux. Donc Ah, on peut qu'inciter à l'achat Ouais. du documentaire Et il y a, qui est édité chez Le Pacte, je crois ça. Oui. ouais, il y a un plan particulièrement émouvant, je trouve, dans le film, quasiment surréaliste. C'est quand Morricone dirige un orchestre qui est absent, hein, puisqu'il est dans son bureau, et on le voit diriger un orchestre et sans musique. Il y a aucune musique, rien du tout. Il fait, voilà, c'est l'affiche. l'affiche. Et particulièrement ce plan où on le voit de dos. Mm. On le voit de dos, on voit qu'il n'y a rien en face, on n'entend pas de musique, et il est complètement habité. C'est merveilleux, Alors. c'est juste sublime. Est-ce que pour vous c'est le plus grand? Alors, pour moi, oui, c'est le plus grand. Oui. 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 Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui. C'est- Il y a d'autres très grands. Il y a Je suis assez Paul d'accord. Williams. En fait, il est grand dans mais- le sens où il a vraiment été dans différents horizons. Il a vraiment testé tous les genres, il a expérimenté des choses. Tu disais dans 100 ans, on écoutera encore ces musiques. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on écoutera aussi des musiques de John Williams dans 100 ans. Voilà, parce Mais- que effectivement, pourquoi je pose la question, parce que j'ai regardé un peu ma CD Tech en me disant quels sont les compositeurs où j'ai le plus de CD. Alors en premier, c'est Morricone, ça c'est clair. J'en ai une petite trentaine. Voilà, t'es un petit joueur. Je suis un petit joueur, oui, mais je veux dire, j'ai pas Jean-Paul, beaucoup de combien? place. Moi, je dois en avoir 146. Voilà. Ouais. Mais c'est déjà, je veux dire, Et je crois qu'il y en a d'autres qui ont. Je crois que Christophe Gans a chez lui. Je ne sais combien d'éditions comme je disais de tout la à même l'heure, c'est musique. plus Il a de un mur entier. Quoi, C'est plus de 500 œuvres. Et Oui. d'ailleurs, j'ai une anecdote à la sortie de la salle, donc j'ai été le voir au cinéma. Et il y avait une petite vieille qui était déçue parce qu'on n'a pas entendu le professionnel. Alors j'ai discuté avec cette dame. Oui, mais madame, c'est presque 500 morceaux. Déjà sur 2 heures, on ne pouvait pas tout mettre. C'était impossible. Et alors, le truc Intéressant. hallucinant, c'est que dans sa Bien, hein. période faste, il en sortait jusqu'à même plus de 20 par an. C'est-à-dire que quand vous regardez Ouais. entre 65 et 75, il y en a 10, 15, 20 par an. C'est assez hallucinant. Alors, je pense pas que je connais Alors, pas il toutes était les aidé vidéos, au hein. niveau de l'orchestration par Bruno Nicolai. Ouais, Ouais. mais Mais au terme de composition, c'était vraiment Morricone qui composait. c'est comme tu dis, ça fait Après, 500 en Nicolai tout, hein. faisait quelques arrangements. Ouais. Plus de 500 en tout, donc ça, je te dis, ça tourne à Ah ouais. 10-20 par an, Ouais. ce qui est quand même Mm. hallucinant. Mais de je dire, pense, je pense qu'il devait composer. Enfin, il avait des mélodies qu'il devait composer à l'avance. Quand il avait un truc en tête, il le jouait, il le mettait de côté, et il le ressortait. Et donc, alors, dans les CD, donc effectivement, Morricone en premier. Après, j'ai John Williams, qui effectivement, pour moi, fait aussi partie des plus grands. Mais après, c'est différent. Williams, c'est plus quelque chose Symphonique déjà. d'orchestral, de Ouais. Oui, c'est plus- symphonique, et tout ça. C'est un peu plus bourrin, si je puis dire, sans aucune Oui. Plus martial, notion péjorative. militaire. J'adore John Williams, mais c'est moins subtil, varié peut-être. Moins subtil. Moins Ouais. subtil. Moins Et varié, après, il y a ouais. Barry, Oui, il y a Barry, il y a, qui est dans les plus récents. il y a Lassie aussi. Non, Barry. Ah, Donc voilà. Et effectivement, il a modernisé un petit Jerry peu. Goldsmith. Oui, mais après, moi, je suis un peu moins fan. J'ai moins de choses. Mais c'est vrai qu'il a amené aussi une certaine modernité à la musique de film. C'est-à-dire qu'avant, on était plus dans le côté vraiment symphonique. Moi, j'adore. Hein, comment il s'appelait là, celui qui a fait Ben-Hur, Miklos Rosa. Ça, c'est excellent. Ou Herman aussi, Bernard- qui étaient Bernard Herrmann, oui, les Bernard deux, Herrmann. Mais les deux plus grands. Herman aussi était un musicien, il a composé des opéras, si je ne m'abuse. Je sais pas. Je fais parce que
D'accord. On va rester dans le thème des compositeurs J'allais avec dire. ce magnifique livre C'est une bande dessinée, Les Amants d'Hérouville, pardon. sur une partie de la vie de Michel Magne, Alors, c'est pas une bande dessinée, c'est un roman graphique. roman graphique. D'accord. Bon, il y a quand même des cases avec des dessins. Ouais, mais parle pas trop de cases. Oui, parce que Donc ça raconte l'histoire de la vie de Michel Magne au château d'Hérouville. À l'époque où il avait acheté ce fameux château. Voilà, c'était avant tout une belle histoire d'amour parce que il est narré la rencontre avec celle qui va devenir sa femme, peut-être certainement l'amour de sa vie, qui était plus jeune que lui. Dans ce château, il y a plein de super groupes qui sont passés parce qu'il faisait des grandes fêtes, il recevait plein de gens, plein de groupes, de célébrités comme Johnny Hallyday, donc Pink Floyd, les Grateful Dead, David Bowie, T-Rex. Alors, c'est En fait, des, il c'est faut des groupes. expliquer qu'il a fait un studio d'enregistrement. J'y viens. D'accord. Donc, il les recevait donc pour faire la fête, mais aussi pour enregistrer des albums. Parce que, comme tu dis, il y avait un super studio d'enregistrement qui était à la pointe de la oui. technologie à l'époque. Et donc, c'est une vie atypique, faite de fêtes, mais aussi l'envers du décor. C'est ce qui est expliqué dans ce livre. On va pas raconter, mais Non. c'est pas que de la joie et du bonheur, quoi. Non, c'est pas que de la joie et du bonheur, et c'est ça qui est très fort dans le bouquin. Alors, il y a un truc qui est très fort aussi, c'est justement, on mélange les différents, plein de choses. On mélange à la fois de la bande dessinée, on mélange de la photo, on mélange de l'écriture, des articles de journaux, de tout ça, qui font que le bouquin est hyper intéressant à lire. C'est très très varié et on s'ennuie jamais. Alors qu'à la base, c'est pas forcément le genre de bouquin que j'aurais acheté. C'est Jean-Paul qui nous l'avait recommandé chaudement. Et moi qui suis plutôt dans la BD classique belge, on va dire, j'aime beaucoup la verve d'Hergé. Là, effectivement, c'est un peu différent. Et c'est tout aussi passionnant. Et c'est effectivement assez sombre. On rappelle que Michel Magne est le compositeur des Fantomas, Entre autres. des Angéliques. Tu viens de comprendre la verve d'Hergé? Il a fait énormément aussi les musiques de films de Jean-Yann. Oui, j'en ai fait beaucoup. Des- Mélodie en sous-sol. Des musiques qu'on peut retrouver il a en fait CD les- sans problème si les vous voulez vous OS faire 100. une collection Les OS 1617, les Tontons Flingueurs, donc c'est lui. Les Misérables. qui est son dernier chef-d'œuvre et qui est pas son testament, mais Ah, il est magnifique. Les Misérables, c'est quelque part, magnifique. ouais, s'il y a un CD qu'il faut avoir de Michel Magne, c'est Les Misérables, entre autres, hein. C'est une sorte comment on peut appeler ça? Ah, je sais pas, mais c'est magnifique. Il y a des Élégiaque, chœurs, c'est ça qu'on ouais, dit, non, c'est juste beau. Et franchement, oui, comme tu dis, c'est C'est- son œuvre ultime. C'est beau et tragique. Oui. Comme son histoire, comme Comme sa Michel vie. Magne, Mm. ouais. Absolument. Bah, il se donnait à fond et il était dans les excès quelque part. Et au bout d'un moment, Donc, je crois que le château connaît actuellement une seconde vie, parce Alors, qu'il a été repris. Il y a quelques artistes français, dont M, oui, je qui crois, ont oui. été enregistrés là-bas. Ouais, c'est parce que bon, il faut savoir que le château a pris feu. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs bandes originales de Michel Magne qui ont brûlé dans l'incendie. Et Tout ça, c'est raconté dans le bouquin. de tout toute est, façon. tout est raconté dans le bouquin. C'est pour ça, en fait, c'est un vrai roman. Donc, c'est publié chez Delcourt. c'est un Et vrai roman, c'est c'est- une belle histoire. Voilà. Voilà, et c'est vraiment à lire impérativement, quoi. Voilà. Oui. Oui. Et on va finir avec un petit hommage à un compositeur qui nous a quittés il y a quelques jours, Angelo Badalamenti. Angelo Badalamenti, donc, qui était le compositeur fétiche de David Lynch, donc, qui était aussi quelque part un génie dans son genre, on peut le dire. Ouais, avec pas mal de jazz hein, dans ses musiques de films. Ce sont des musiques toujours assez chaudes, assez envoûtantes et inquiétantes à la fois. Je pense qu'on peut dire que c'est ce qui fait la marque un petit peu d'Angelo. Et d'ailleurs, ce qui se rapproche un peu de l'univers de David Lynch, qui est aussi un univers assez chaud, mais très, très étrange, très inquiétant également. Ah, c'est vrai que la BO de Twin Peaks participe énormément au succès de la À série. l'atmosphère, oui. Ouais. Voilà, encore un grand de la musique qui s'en va. Laurent, petit mot sur Angelo.
Non, Vous pas connaissez pas trop, spécialement. non Le Hein rapport avec Yes Pas peut-être. de musicien J'ai de... pas de rapport Non. avec Yes. J'ai effectivement tous les David Lynch à la maison aussi, mais c'est beaucoup moins que Morricone. D'accord. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté un peu inquiétant. En fait, il y a quelques notes et c'est atmosphérique et avec une petite déviation qui fait que ça va t'attirer l'attention. C'est très très Et envoûtant. c'est assez particulier. C'est pas très technique. On n'est pas dans un truc, mais Et on pense à Julie Cruise aussi, qui était dans pas mal de ses albums, surtout dans les Twin Peaks, Qui est décédé aussi. qui est décédée aussi il y a 2-3 ans. Ouais. On pense à elle aussi parce qu'à mon avis, elle a contribué à son univers également. Très bien. Voilà. Alors, il faut juste souligner qu'aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe du Monde. L'enregistrement, oui. L'enregistrement donc, se fait ce jour même, et donc entre la France et l'Argentine. Et nous avons un spécialiste football avec nous qui va nous donner son pronostic, Monsieur Daniel Bouteiller. Ah, mais moi, j'en ai rien à foutre. Mais alors, vraiment, On n'a rien à foutre. s'il y a bien une Un chose petit pronostic quand même. dont je me tamponne le coquillard, je sais pas, moi, la Croatie. Non, elle a Croatie. gagné hier. ça. C'est vrai. Elle a gagné la petite finale. Voilà, tu vois, tu fais des prédictions à l'envers. Oui, mais j'aime beaucoup Miss Croatie. Donc, Bon, toute façon, Damien, pronostic. 2-1 pour la France. Très bien. Renaud, Moi, malheureusement, je ne sais pas pourquoi je vois l'Argentine gagner. combien? Donc, quand vous verrez l'émission, vous saurez. Je vois 3-1 pour l'Argentine. Laurent? Alors moi, je donne pas de pronostic, mais je suis nerveux parce qu'il faut bientôt D'accord. partir. C'est pour ça que. Bon, bah, moi, je ne donnerai pas non plus de pronostic parce que. Mais allez la c'est comme- France. Allez la Et France. la France, Allez les Bleus. et à bientôt. Et bientôt. à bientôt. Merci encore. Et à la prochaine. On dit au revoir à celle-là. Au revoir tout le Au monde. revoir. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Popular pie plant pictured here. We have a code blue. We have a code blue.